exemple, les banques. Évidemment qu'on attend le résultat des banques, mais vous avez vu cette grande controverse avec Wells Fargo, ce qu'on appelle le cross-selling. Donc, on va poser des questions beaucoup plus aux banques sur est-ce que vous avez des activités qui sont peut-être illégales, est-ce que vous aurez des amendes très importantes, que de savoir si le prochain trimestre va être meilleur. La pharma, ça va être la même chose. Il y a des scandales sur le prix des médicaments. Donc, je dirais les analystes et les investisseurs sont un peu plus centrés sur les problèmes fondamentaux des entreprises que juste de savoir s'ils vont battre ou pas les estimations des résultats. Bon, voilà pour cette saison de résultats, en tout cas qui démarre avec Alcoa aujourd'hui aux États-Unis. Le titre, effectivement, décroche assez lourdement de près de 2013. L'arrêt des ventes du Galaxy Note 7 va coûter très cher à Samsung, jusqu'à 17 milliards de dollars. Samsung perd donc la vente de 17 millions de téléphones. Après avoir mis un point final à son smartphone, il en stoppe définitivement la production, mais également les ventes et les échanges au niveau mondial. Et il demande aux utilisateurs qui en possèdent de l'éteindre en raison du risque d'explosion. Juste un mot là-dessus, Grégory, vous suivez, on suit tout ce qui se passe autour d'Apple. Oui, c'est mécanique. Si ça va mal chez Samsung avec le produit vedette, le Galaxy Note 7 qui disparaît de la circulation, forcément, c'est tout bénéfice pour Apple. Vous voyez, on dit toujours que la finance c'est compliqué. Là, ça me semble quand même relativement simple. C'est vrai, c'est 17 millions de téléphones qui sont des téléphones haut de gamme. Vous allez les trouver où? Vous allez les trouver pas seulement chez Apple, mais en majorité chez Apple. Donc oui, je dirais c'est tout bénéfice pour Apple, mais la question c'est, un accident est vite arrivé. Et vous avez vu déjà depuis 1 ou 2 semaines, chaque fois qu'il y a des soupçons qu'un téléphone d'Apple a peut-être chauffé ou un peu fumé, tout est possible. Donc c'est ça qui rend quand même, une fois de plus, les investisseurs nerveux. Est-ce que les autres téléphones des autres grandes maisons ne vont pas avoir aussi des problèmes? Tout est possible. On sait qu'ils partagent un certain nombre de composants, donc effectivement. Bon, le titre Apple reste entouré quand même cet après-midi, après la poursuite des déboires de Samsung, et donc ce montant qui est avancé qui pourrait être de 17 milliards de dollars de manque à gagner pour le groupe sud-coréen Apple, qui progresse d'1,3%, Sophie. Allez, gros plan sur cette commande qui crée une... C'est que si on lit les sondages, les jeux sont faits. Le problème avec les sondages, c'est qu'ils se sont trompés depuis le début sur l'électorat de Donald Trump, puisqu'il le donnait perdant pendant les primaires très très souvent, et ils l'emportaient avec des 10 ou 20% d'avance. Donc la première chose, c'est méfions-nous des sondages. La deuxième chose, c'est que le fait que le Parti républicain maintenant rejette d'une certaine façon Donald Trump, positionne Donald Trump comme un indépendant. Et je dirais que ça devient très intéressant, puisqu'on a vu aux États-Unis comme en Europe que les élections, c'est des votes de rejet. Et que c'est clair que Hillary Clinton apparaît comme le rejeton d'une dynastie, comme l'establishment, et qu'un vote de rejet, en plus, si maintenant Donald Trump est un peu indépendant et plus un républicain, il sera le candidat idéal. Et pour lui, c'est pas une mauvaise affaire d'être rejeté d'une certaine manière par Paul Ryan et les républicains de l'establishment. Au début, la première réaction, c'est « Oh mon Dieu, quelle horreur !» Et je pense non, c'est une très bonne nouvelle pour lui. Sauf que, qu'est-ce qui risque de se passer? Tout simplement, c'est que les électeurs qui vont aller voter pour Trump vont être un peu dégoûtés que les républicains, sénateurs ou représentants se soient détournés de Trump, et risquent de voter pour des candidats démocrates. Donc, ce qu'il faut... Au Congrès. Au Congrès, voilà, au Congrès, donc la Chambre des représentants et le Sénat. Il faut savoir que, en fait, pour le moment, le Sénat, il y a une majorité républicaine, et le Congrès, une majorité républicaine. Et en ce moment, les républicains ont très très peur. Et je dirais, les marchés n'ont pas encore peur. Et c'est ça qui m'étonne le plus, parce qu'en fait, si vous avez un démocrate à la Maison-Blanche, une Chambre des représentants et un Sénat démocrate, vous verrez le secteur bancaire commencer à être terriblement attaqué avec des nouvelles réglementations. Vous verrez un contrôle des prix sur les médicaments. Vous verrez Obamacare qui va devenir un super Obamacare. Beaucoup de mesures qui ne sont pas du tout, comme on dit, business friendly, ni intégrées. Donc je dirais, dans ces élections, il n'y a pas juste le combat entre Trump et Clinton, c'est vraiment aussi ce que vont donner le résultat des Chambres. Les résultats de la Chambre et du Congrès. C'est là où c'est très... l'événement est beaucoup moins binaire qu'un Brexit d'une certaine manière, Wilfried, parce que le Brexit, on savait que si ça sortait, personne ne s'y attendait, mais forcément ce sera une situation qui va se complexifier encore du point de vue de la Réserve fédérale américaine, Grégory. Elle voudra prendre le temps d'analyser ce que ça va donner, quelle partie du programme sera peut-être réalisée ou pas. Enfin, parce que là, on se focalise tous sur la hausse de taux de décembre. Mais... Je ne vais pas faire des prévisions sur la Réserve fédérale, c'est un jeu auquel on perd toujours. Ce que je dirais, c'est que la Réserve fédérale essaye surtout d'éviter de rentrer dans le jeu politique. Donc la Réserve fédérale, la seule chose à laquelle elle peut se raccrocher actuellement, c'est les chiffres
l'emploi, de l'inflation, de regarder un peu la croissance et des choses comme ça, et que actuellement tous les signaux que nous ont donnés les membres de la Fed, c'est pour une hausse en décembre, et que le marché commence à l'anticiper sérieusement maintenant, puisqu'on en est à 70% de probabilité. Donc ça me suffira comme commentaire. Par contre, je pense que Wilfried a tout à fait raison, c'est pas un événement tellement facile à appréhender. Comme vous le dites, ces deux candidats, si vous regardez Hillary Clinton, elle a quand même été entraînée très sur sa gauche, sur la gauche du parti, par les électeurs de Sanders. Et Trump, on peut même pas dire qu'il est à gauche ou qu'il est à droite, il est lui-même avec des bonnes mesures potentielles au niveau fiscal, avec des mesures dramatiques au niveau politique, par exemple de laisser tomber l'OTAN. Enfin, donc essayer de tout analyser, tout mettre dans un pot et dire voilà le résultat, je dirais c'est très très arrogant, et c'est ça qui rend cette saison électorale extrêmement intéressante. Si jamais ils arrivent à donner un surplus de croissance quand même, enfin Trump ou Clinton à l'Amérique, la sortir un peu de la croissance, stimuler les infrastructures, parce que ça c'est les deux candidats s'accordent à dire on va dépenser 250 milliards de dollars pour les infrastructures. Ok, très bien. Réforme fiscale de la part de Hillary Clinton, c'est des hausses d'impôts. Alors les hausses d'impôts n'ont jamais stimulé la croissance. Par contre, du côté de Donald Trump, il y a des programmes fiscaux, par exemple d'abaisser les impôts pour les entreprises à 15%, des programmes d'amnistie fiscale, entre guillemets, pour rapatrier les fonds des compagnies américaines qui sont en Europe. Donc, il y aurait des bonnes mesures. Mais une fois de plus, je vous dis, pour le moment, on a l'impression que c'est le statu quo qui va l'emporter, que c'est Hillary Clinton qui va l'emporter. Et si Hillary Clinton l'emporte, je dirais pas que c'est une bonne nouvelle pour la croissance, et je dirais que je parierais, alors s'il fallait faire des paris, que la réserve fédérale ne bougera pas trop l'année prochaine. Ah oui, Clinton, ce serait pas facile à gérer pour la Fed non plus. Ça serait pas facile. Non. Bon, en tout cas, on peut le constater parce que c'est un mouvement des derniers jours quand même. On a alors un pétrole qui remonte, un dollar qui s'apprécie, des taux qui montent assez tranquillement. Alors les actions baissent un peu aujourd'hui, mais tout ça là se fait de manière assez douce en ce moment, Grégory. Là, cette espèce de remontée un peu de la thématique inflationniste. Oui, je dirais, on a l'impression que c'est ça. Je dirais que si vous regardez les 6 premiers mois aux États-Unis sur les marchés, c'était 6 mois où on était défensif, oui. Et que depuis en gros le 1er juillet, depuis le chiffre de l'emploi qu'on a eu, qui était tout d'un coup très très fort, les gens remettent du risque dans leur portefeuille et ils se servent de toutes les excuses pour remettre du risque. Donc une excuse pour remettre du risque, évidemment, c'est la hausse du cours du pétrole. Vous achetez des compagnies d'énergie, etc. Je dirais qu'un bon test, à la limite, c'est de regarder Alcoa. Alcoa, c'est comme une matière première, c'est de l'aluminium, c'est des résultats catastrophiques, comme d'habitude, je vous dirais. Mais que les investisseurs continuent à mettre du risque dans leur portefeuille, ils risquent, quand on va voir les résultats des autres compagnies, l'heure de vérité arrivera, oui, d'avoir des lendemains qui descendent. Pétrole qui monte, les taux qui montent, le 10 ans allemand positif, c'est bon signe, c'est bonne nouvelle. Au début, tout le monde voulait racheter Twitter, ensuite plus personne ne voulait racheter Twitter. Enfin, ça intéresse quand même encore certains groupes. Salesforce paraît être aujourd'hui celui qui s'intéresse le plus à Twitter, Grégory. Oui, alors à qui faut-il se fier, puisque en fait, comme vous le dites, il y a une semaine tout le monde rachetait Twitter, il y a 2 jours plus personne ne voulait les racheter. Je pense qu'il faut voir les choses d'une autre façon. Il y aura quelqu'un qui rachètera Twitter le jour où on pourra bien valoriser Twitter. Et je pense que c'est très difficile de valoriser Twitter, parce qu'on peut les valoriser sur leurs profits actuels, qui sont pas mauvais. On peut les valoriser sur le nombre de personnes qui utilisent Twitter. C'est quand même assez formidable, c'est 330 millions de personnes, mais par contre si on regarde la croissance de ces utilisateurs, elle est pratiquement nulle. Donc vous pouvez regarder Twitter avec tellement de regards différents que vous pouvez donner des prix, je dirais, qui vont de 14 $, comme certains analystes en parlent, à 35 $. Alors si vous êtes dans les chaussures du CEO de Twitter, je pense que en ce moment vous écoutez ce qu'on vous dit, ce qu'on vous propose, quel prix on vous propose. Je pense que les banques d'affaires qui ont été engagées, on disait par exemple que Goldman Sachs avait été engagé, que Lazard avait été engagé par des grandes compagnies technologiques. Je ne pense pas qu'ils les ont engagés pour 2 jours, s'ils les ont vraiment engagés. Je pense que c'est un processus. Je pense que la hausse du titre, évidemment, a été exagérée s'il n'y a pas une vente très rapidement. On a retrouvé à peu près le niveau où on était avant qu'il y ait des rumeurs. C'est tout ce qu'on peut dire. Ça fait partie des thématiques, les technos ou la croissance, là, c'est des thématiques qui restent de mise aujourd'hui pour vous. Vous gérez un fonds investi sur les actions américaines, bien sûr, Grégory, parce que
Comme vous disiez tout à l'heure, on a cherché la croissance et puis après on joue un peu le rattrapage avec le pétrole, les matières premières qui remontent. Enfin, c'est des mouvements qui se font assez rapidement d'une certaine manière. Oui, mais je dirais il faut devenir extrêmement prudent avec ces valeurs de croissance parce que premièrement il y en a très peu. Deuxièmement, puisqu'il y en a très peu, tout le monde est dessus. Ouais. Et puisque tout le monde est dessus, elles ont atteint des niveaux de valorisation qui sont très très importants. Alors moi, je suis très heureux de voir que Amazon est au plus haut tous les jours. J'en ai dans mon portefeuille. Mais je suis aussi relativement inquiet quand on sait en fait que derrière Amazon, la plupart des titres n'ont pas du tout eu ce genre de performance. Donc je dirais pour un investisseur actuellement formidable de voir la croissance de ces grandes valeurs technologiques, mais pour gagner de l'argent, je pense qu'il faut commencer à regarder où est-ce qu'il y a de la valeur, où est-ce qu'il y a de la value. Regardez du côté de la grande consommation, par exemple, regardez des secteurs délaissés, et puis si on est dans Amazon, dans Facebook, etc., profitez de la hausse. Il y a un manque de renouvellement aussi de cette cote technologique, parce que alors je crois qu'il y a quelques jours, il y a une entreprise techno qui s'est introduite, Nutanix, je crois, c'est ça, Grégory? Alors, je connais Nutella, mais je ne connais pas. Bon, enfin, ça a été, je crois qu'ils ont pris 100-200% peut-être le premier jour. Non, c'est un très bon point. On a plein de licornes, et les licornes, elles sont hors marché aujourd'hui. Et alors d'abord on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ces licornes ne s'introduisent pas en bourse? Alors est-ce que leurs valorisations n'ont pas atteint des niveaux exagérés? Est-ce que Uber vaut vraiment 70 milliards ou 60 milliards de dollars? Est-ce que Airbnb vaut 30 milliards de dollars? Donc elles ne s'introduisent pas en bourse, donc il n'y a pas de nouvelles compagnies technologiques pour les investisseurs. Et je dirais c'est ça qui explique un peu ce phénomène que on a même tout d'un coup des secteurs comme le memory avec le hard drive, des trucs qui ont 20 ans, que plus personne vraiment pense où il y a de la croissance, qui tout d'un coup, ces actions ont doublé en l'espace de 2 mois. On est désespéré de trouver quelque chose à investir dans la technologie. Ceux qui cherchent de la croissance là, à travers ces secteurs techno ou ces secteurs en rupture, on va dire, qui apportent des ruptures au marché, oui, parce que de la croissance, on en trouve encore chez LVMH, par exemple. Voilà, 6% de croissance au troisième trimestre. Mais quand on cherche des nouvelles histoires, Wilfried, il y a de moins en moins d'idées, c'est de plus en plus compliqué. Les secteurs de croissance sont déjà très bien valorisés. Des modèles de croissance qui sont basés en fait sur des gains à venir, des compagnies qui ont de la peine à dégager des profits, même si elles ont des succès commerciaux énormes. Un exemple c'est Tesla, un autre exemple c'est Netflix. Je dirais pour les investisseurs c'est vraiment c'est difficile. Acheter de la croissance si on la paye trop cher, c'est peut-être hasardeux. Et je pense que vraiment le conseil à donner c'est de regarder un peu les valeurs un peu délaissées, les valeurs, je dirais, liées à la consommation aux États-Unis, parce qu'on oublie toujours la consommation aux États-Unis. On parlait tout à l'heure du salaire horaire qui augmente, et c'est vrai, 2,6%, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est le plein emploi pratiquement. La consommation se tient bien, et peut-être qu'une fois qu'on aura passé ce stade des élections avec tout le doute, etc., les gens auront plus de visibilité et on pourra peut-être avoir des très bonnes surprises du côté de la consommation aux États-Unis. Alexandre, je reviens vers vous, Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Donc vous surveillez de près, vous, ce qui se passe sur les marchés américains. C'est là qu'il faut être focalisé selon vous aujourd'hui. On creuse d'ailleurs un peu nos pertes actuellement. Alexandre, qu'est-ce qu'on va regarder également sur les prochaines heures, les prochaines journées de bourse? Effectivement, l'affaire Deutsche Bank, le système bancaire italien qu'il faut encore nettoyer et sauver. On va avoir les publications des grandes banques américaines dans les prochains jours. Là, qu'est-ce qu'on attend du système financier américain et des établissements bancaires américains? Alors il y a deux aspects à la question. La question, qu'est-ce qu'on attend de tangible? Par exemple, on va voir que leur book de prêts a bien augmenté. L'activité prêt augmente. On va voir que leur activité marché se sont plutôt bien portées, avec le retour d'une certaine volatilité, avec beaucoup de trading qui s'est fait en obligataire, etc. Par contre, malheureusement, on va aussi voir que les controverses qu'il y a eu dernièrement, par exemple au niveau de Wells Fargo, qui a commis des actes pour le moins douteux, pèsent énormément sur le secteur, parce qu'en fait, c'est un secteur qui s'est bien assaini. Les banques sont très solides aux États-Unis, elles ont des fonds propres très très solides, mais elles sont encore, je dirais, non pas dans l'œil du cyclone, mais vraiment dans l'œil du régulateur. On n'en a pas fini avec les litiges, parce que j'ai l'impression que j'entends ça depuis des années. On dit, ça y est, on a soldé la crise des subprimes, on a soldé les crises, les scandales, et maintenant on en sort. Mais non, en fait, on est encore dedans là. Exactement, et je dirais, c'est bien triste, parce que je dis pas que les banques sont des saints, c'est pas du tout la question, mais essayer au maximum de régulariser les banques, c'est tout simplement
couper une partie de leur action dans l'économie réelle. C'est une économie dans laquelle une banque doit prendre des risques. Si on enlève tous les risques de la banque, la banque elle va garder son cash, son argent, et son argent elle va l'investir dans quoi? Dans quelque chose qui ne rapporte rien. Et je dirais on est face à ce nouveau paradigme qu'on voudrait en fait des banques qui sont tellement vertueuses qu'on les castre d'une certaine façon, et elles sont de moins en moins rentables. Et c'est ça, elles servent plus à rien pour le financement de l'économie d'une certaine manière. Bon, on va prendre la direction de New York à nouveau pour retrouver Sabrina en duplex depuis le Nasdaq qui nous accompagne chaque après-midi. Sabrina, séance un peu compliquée. Allez, c'est un peu fort peut-être. En tout cas, on recule de 1%, un peu plus là sur les indices américains. Ouais, on recule de 175 points exactement sur l'indice Dow Jones sur les plus bas niveaux de